Avez-vous déjà entendu parler du concept de pays sans frontières? Non? Eh bien, probablement parce que nous l'avons inventé pour cette vidéo. Le terme pays sans frontières fait référence à des entités qui remplissent de nombreux critères associés aux États-nations, tels que la gouvernance, la souveraineté, l'engagement diplomatique et la délivrance de passeports, mais qui n'ont pas le contrôle d'un territoire défini et d'un seul tenant. Ces entités remettent en quelque sorte en question les notions traditionnelles de l'État, et elles existent sous diverses formes, notamment des ordres souverains, des confédérations autochtones, des organisations humanitaires et des gouvernements en exil. Et en examinant un exemple pour chacune d'entre elles, nous pouvons mieux comprendre comment les fonctions d'un État peuvent toujours exister sans que cette entité ne possède un territoire. Tout d'abord, examinons les ordres souverains. Et l'exemple que nous allons utiliser ici est l'ordre souverain militaire de Malte. J'ai réalisé une vidéo complète sur l'ordre de Malte, en contact direct avec eux. Ils ont partagé des infos et cartes intéressantes, alors allez voir si ça vous intéresse. L'ordre souverain militaire de Malte est une entité unique qui a vu le jour à Jérusalem en 1048, en tant qu'organisation monastique chargée de s'occuper des pèlerins chrétiens. Reconnu comme un ordre militaire après la première croisade, il a combiné la dévotion religieuse avec des responsabilités militaires, protégeant la Terre Sainte et les pèlerins chrétiens, voyageant à travers des régions dangereuses et établissant des hôpitaux pour fournir des soins médicaux. L'ordre a gagné en importance lorsqu'il a gouverné Rhodes et Malte. À Malte, il a développé une force navale pour combattre l'expansion ottomane et la piraterie, devenant ainsi une puissance maritime assez redoutable. Cependant, en 1798, l'invasion de Malte par Napoléon Bonaparte a privé l'ordre de sa souveraineté territoriale. Ils ont été exilés en Russie, sont devenus très proches du tsar russe, qui est même devenu grand maître de l'ordre. On leur a ensuite proposé une île en Suède en échange de l'abandon de leurs revendications sur Malte, et ils ont stupidement refusé. Ils ont fini par perdre Malte de toute façon, et ils se sont retrouvés sans aucun territoire. Malgré cela, l'ordre souverain a conservé son statut d'entité souveraine, en vertu du droit international. Sa résilience au fil des siècles souligne leur capacité à s'adapter et à rester pertinent même sans territoire traditionnel. C'est en grande partie possible grâce à sa relation continue avec le Saint-Siège. Certaines personnes affirment même qu'ils fusionnent en quelque sorte avec le Saint-Siège sur certains aspects, mais suffisamment de gens les reconnaissent comme une structure indépendante à part entière. Et d'ailleurs, le Saint-Siège est techniquement un autre pays qui existe sans territoire, car c'est une entité distincte du Vatican. Aujourd'hui, l'ordre souverain a son siège à Rome, où il bénéficie de droits extraterritoriaux sur ses bâtiments, comme une ambassade. Sa structure de gouvernance comprend un grand maître, un conseil souverain et une constitution qui définit sa mission humanitaire. Il se concentre sur les soins médicaux, l'aide en cas de catastrophe, le soutien aux populations marginalisées, en opérant à travers un réseau mondial d'associations, de bénévoles et de professionnels. Ils ont des relations diplomatiques avec plus de 100 pays et un statut d'observateur permanent à l'ONU. Ils délivrent des passeports à leurs membres, produisent de la monnaie, des timbres-poste, des plaques d'immatriculation, démontrant ainsi de véritables attributs d'un État. Cependant, ils n'ont pas une chose que beaucoup de pays possèdent, à savoir une fréquence radio officiellement attribuée au gouvernement. Mais compte tenu de tout ce qu'ils possèdent, c'est assez impressionnant que ce soit le cas, surtout qu'ils ne disposent pas de territoire. Passons maintenant aux entités autochtones. Je pense qu'un bon exemple pour les comprendre est la Confédération Haudenosaunee, également connue sous le nom de Confédération iroquoise. Ils ont un modèle de gouvernance sophistiqué qui dure depuis longtemps et qui précède l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. Établie entre le XIIe et le XVe siècle, elle comprenait initialement les nations Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca, avec les Tuscarora qui les ont rejoints plus tard. La base de la Confédération est la Grande Loi de la Paix, une constitution orale qui met l'accent sur la prise de décision par consensus, l'équilibre et l'harmonie. Le système Haudenosaunee a influencé le développement des idéaux démocratiques aux États-Unis. Benjamin Franklin et d'autres pères fondateurs ont étudié ce modèle lors de la rédaction de la Constitution américaine, en particulier son accent sur l'unité et la gouvernance partagée entre des groupes divers, de la même manière que la Confédération a réuni de nombreuses tribus différentes. Au début des États-Unis, le pays rassemblait de nombreuses personnes venant de différents pays d'Europe. Il y avait donc certains points de contact.
La colonisation et l'expansion des colons européens ont déplacé de nombreuses communautés Haudenosaunee, menant finalement à la perte de leurs terres traditionnelles. Mais malgré cela, ils ont persévéré, adaptant leur gouvernance et préservant leurs pratiques culturelles. Aujourd'hui, ces membres vivent aux États-Unis et au Canada, affirmant leur souveraineté grâce à l'autonomie et à des droits issus de traités acquis au fil des ans. Donc, de façon similaire à l'ordre souverain de Malte, ils possédaient autrefois un territoire, mais l'ont ensuite perdu. Et malgré cette perte, ils ont conservé certains de leurs droits de souveraineté. Fait intéressant, ils ont officiellement déclaré la guerre à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale comme pays distinct, et non seulement comme partie des États-Unis. Ils participent à certains tournois sportifs internationaux, et en fait, il y a eu une grande controverse lorsqu'ils ont tenté de se rendre au Royaume-Uni pour participer à un tournoi de lacrosse, en utilisant leur propre passeport Haudenosaunee. Ils défendent également les droits des peuples autochtones et la protection de l'environnement. Ils collaborent avec l'ONU et d'autres instances internationales pour affirmer leur souveraineté et influencer les politiques mondiales concernant les questions autochtones. Donc encore une fois, on retrouve un certain parallèle avec l'ordre souverain, qui est le transfert de leur action au niveau international vers un aspect plus humanitaire. Et ensuite, nous pouvons passer à une troisième catégorie, qui est celle des organisations internationales. Et je pense qu'un bon exemple ici serait la Croix-Rouge. La communauté internationale de la Croix-Rouge a été fondée en 1863 par le philanthrope suisse Henri Dunant. L'origine suisse de cette organisation explique peut-être le fait que leur drapeau est en réalité l'inverse du drapeau suisse, qui est rouge, avec une croix blanche au centre, alors que le drapeau de la Croix-Rouge est blanc avec une croix rouge au centre. Sa création découle des horreurs qu'Henri Dunant a vues lors de la bataille de Solferino, où des milliers de soldats blessés ont été laissés sans soins médicaux. Cela a conduit à l'élaboration des conventions de Genève, une pierre angulaire du droit international humanitaire, en particulier en temps de guerre. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été créée en 1919 pour répondre aux besoins humanitaires mondiaux au-delà des conflits armés, tels que les catastrophes naturelles et les crises sanitaires. Ici, il y a un point de contact avec l'ordre souverain. Ils travaillent en quelque sorte dans les mêmes domaines. Le CICR se concentre sur les zones de conflit. Il facilite les soins médicaux, les échanges de prisonniers et tente de faire respecter les conventions de Genève. De la même manière que la Suisse, il a un statut de neutralité permanente. Donc ils aident toujours les deux parties d'un conflit s'il y a un conflit en cours. Ils finissent ainsi par s'engager avec gouvernements, groupes armés, insurgés, rebelles, bref, presque tout le monde. Et probablement à cause de cela, ils se sont vus accorder un siège d'observateur à l'ONU. Bien qu'ils n'émettent pas de passeport à proprement parler, ils peuvent délivrer des documents de voyage aux réfugiés et aux personnes déplacées ou apatrides qui, faute de documents appropriés, ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Bien qu'ils ne soient pas techniquement un État, ils bénéficient d'un statut spécial en droit international et assument de nombreuses responsabilités que l'on associerait habituellement à un pays. Et pour conclure cette vidéo, une troisième catégorie qui nous apporte un autre exemple de pays sans frontières, ce sont les gouvernements en exil, qui, je suppose, comme les deux premiers, sont aussi des entités ayant autrefois possédé un territoire, mais l'ayant perdu tout en gardant certains droits de nation souveraine malgré cette perte. Et l'administration centrale tibétaine, communément appelée le gouvernement tibétain en exil, en est un bon exemple, ayant été établi en 1959, à la suite de l'annexion du Tibet par la Chine. Après un soulèvement raté contre la domination chinoise, le 14e Dalai Lama et des milliers de Tibétains se sont enfuis en Inde, où ils ont établi un gouvernement en exil. Leur statut historique fait l'objet de débats. Bien que le Tibet ait été indépendant la majeure partie de son histoire, la Chine affirme qu'il fait partie de son territoire depuis le XIIIe siècle. Le Tibet a fonctionné comme un État client autonome au sein de la dynastie Qing, puis comme un pays indépendant. Entre 1912 et 1950, lorsque la République de Chine n'a pas pu affirmer son contrôle sur la région. L'ACT fonctionne comme un gouvernement démocratique avec un Sikyong élu, un président et un parlement. Le Dalai Lama a progressivement transféré le pouvoir à ces deux entités afin que la gouvernance démocratique puisse se poursuivre après sa mort. Bien que l'ACT ne soit pas officiellement reconnue comme un État souverain, elle entretient des relations avec des gouvernements et des organisations internationales pour promouvoir le Tibet et renforcer leur désir de retourner au pays, pour effectivement contrôler et gouverner le territoire. Ils délivrent également un document ressemblant à un passeport appelé le Livre vert aux Tibétains en exil. Ils ont une constitution approuvée en 1963.
En Inde, la plupart des Tibétains ont le statut de réfugiés permanents, non de citoyens indiens, ce qui montre qu'ils sont considérés comme un peuple à part entière. Alors qu'au départ de nombreux Tibétains se sont installés en Inde, au fil des années, beaucoup d'entre eux ont maintenant migré vers d'autres pays occidentaux. Et même si cela rend un peu plus difficile pour un gouvernement en exil de gouverner une diaspora aussi dispersée, cela les aide aussi en élargissant leur réseau et en leur permettant d'exercer une influence dans plusieurs pays, et pas seulement dans un seul. En fait, il y a des sièges réservés au Parlement du gouvernement en exil pour les Tibétains du monde entier, ce qui en fait un véritable gouvernement international en exil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci tout particulièrement à mes mécènes pour leur soutien direct. Si vous voulez accéder à du contenu exclusif, aider la chaîne et obtenir un accès anticipé aux vidéos, des coulisses et plein d'autres choses, assurez-vous de nous soutenir là-bas aussi. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt pour plus de culture générale. Aujourd'hui, Moment Cup se marie, puis elle traîne simplement à la maison près du feu. Aujourd'hui, cette tasse est vide. Je ne l'utilise même pas. Je l'ai juste prise dans la cuisine pour vous la montrer.